Ouvrir une voie, chapitre 1, le crux. 3e étage, dans l'ascenseur, je ferme les yeux pendant de longues secondes en respirant profondément pour évacuer la pression. Je retrouve les sensations d'un moment de grimpe que j'aime. Relâchement, concentration, sérénité, conscience du corps. Je vois, je sens les mouvements fluides, les gestes qui doivent être précis et efficaces pour poser serein. La grimpe, l'escalade, c'est mon oxygène. Et depuis 6 mois, j'en ai bien besoin. Tout s'est conjugué. La crise du Covid et les confinements ont stoppé le paquebot dont j'ai la responsabilité. Danone, 100 000 salariés dans le monde entier et plus de 50 milliards de produits vendus chaque année. Pour partir de l'avant, je viens d'annoncer un plan de réorganisation douloureux. L'automne a été rude et l'hiver s'annonce pire encore. Ces dernières semaines, la pression s'est accentuée. Un fonds d'activistes a profité de ce moment de faiblesse pour s'inviter dans le capital de l'entreprise et lancer une offensive. Danone est attaqué. Je suis attaqué personnellement de façon très brutale. Autour de moi, il y a ceux qui tiennent et ceux qui lâchent, et ceux qui s'emploieront à couper la corde qui nous relie, au moment crucial. Depuis toujours, je me suis construit sur le doute. Mes convictions sont fortes, mais elles sont nourries par un questionnement permanent. Face aux attaques, je suis concentré et montre le visage impassible qui a souvent été sans même que je réalise mon arme dans le cercle où j'évolue depuis plus de 30 ans. Mais oui, je doute, cette fois, de moi-même. Face à la campagne de désinformation massive dont je suis l'objet et qui transpire partout dans les médias, montre cette question. Suis-je vraiment cette personne dont on parle ? Ce patron que des assaillants parent de tous les défauts du monde pour fragiliser ses soutiens avant de le pousser du haut de la falaise ? Qui suis-je ? Ai-je raison de tout ce que je fais, dans ce que je pense ? Ou suis-je moi-même dans l'illusion ? Ça cogne de plein fouet de tous côtés. Je protège mes équipes. Elles doivent pouvoir continuer à travailler. Je protège autant que je le peux le fonctionnement de mon conseil d'administration qui ne peut se réunir que par Zoom. Contre ceux qui sèment le trouble. Nous sommes trop nombreux pour que le consensus soit possible. Nous discutons par écran interposé, réduit chacun à une image de 2 centièmes sur 3. Les tremblements du Conseil sont sous pression individuelle d'activistes qui emploient les dissensions. Ce Conseil, j'y suis depuis 20 ans. Cette entreprise, je la défends, je la construis depuis presque 25 ans. Avec d'autres aux 4 coins du monde, sur tous ses frontières. J'absorbe la pression comme je sais le faire depuis longtemps, mais comme jamais. Dans l'ascenseur, j'ai fermé les yeux. Je sens mes doigts serrés sur la réglette, le pouce fermé par-dessus pour renforcer la pression et renforcer la prise. Je sens le grain du rocher sous la peau, l'équilibre sur les appuis de pied, bien ancré, abdos gainés. Tout de suite, ma respiration se pose. Une lente inspiration, profonde, complète. Et puis les poumons vides, le moment magique de l'apnée, le vide. Je suis serein. Rez-de-chaussée, je rouvre les yeux, réunifié, prêt, serein et concentré. Au fil des années et des responsabilités de plus en plus lourdes, j'ai appris à vivre comme un athlète. Rien à voir avec un athlète de haut niveau comme Arnaud Petit, champion du monde d'escalade, guide hors pair, avec qui j'ai la chance de partager de beaux moments de grimpe, d'amitié et de sens. Rien à voir non plus, évidemment, avec Kylian Jornet, l'ultraterrestre du travail et de l'alpinisme, qui m'a fait confiance en s'engageant sur les enjeux environnementaux
d'une de nos marques. Mais un athlète, oui, un sportif de bon niveau quand même. Mon métier est soumis à une grosse pression, des voyages et des décalages horaires incessants, des changements interrompus de pays, de personnes, de décors, de rythme. Si je n'avais pas un minimum d'oxygène de vie, je n'y arriverais pas. Que ce soit chez moi, dans un avion ou un hôtel à l'autre bout du monde, j'ai mes routines. Gainage du matin, petit pouet-pouet à ressort pour les doigts, objet de moquerie de mes collègues quand je le sors dans l'avion. Traction sur les moulures au-dessus des portes dès que l'occasion se présente. Dans notre appartement à Paris, j'ai bricolé un plan d'escalade inclinable en dévers, comme tout grimpeur qui se respecte. J'ai mes habitudes et des abonnements dans les salles d'escalade aux quatre coins du monde, à Barcelone, à New York, Tokyo, Singapour. J'aime grimper avec les équipes de mon entreprise. De bien belles rencontres après la journée de travail. Beaucoup de salles urbaines sont ouvertes jusqu'à minuit. Il suffit d'être motivé, ce n'est pas ce qui me manque. À Paris, j'ai usé Murmure, la salle historique de Pantin, celle d'ici les Molineux, ou le viaduc des Fauvettes, un monument de grimpe parisienne avec ses archets de 40 mètres de haut où des passionnés ont sculpté une centaine de voix prises par prise dans la pierre meulière. J'ai guère mon temps au chrono. Mon agenda est minuté. Je fais toujours très attention à ne pas être en retard. Cela demande une grosse discipline. Il faut commencer par se défaire de l'idée qu'une réunion, ça dure 1 heure. J'ai des réunions toujours en petit comité qui durent 7 minutes, 15 minutes, jamais 1 heure. On peut dire en 45 minutes ce qu'on voulait dire en 1 heure. Faire tenir en 20 minutes ce qui devrait prendre une demi-heure, etc. Pendant quelques années, peu nombreuses, j'ai dépendu de l'organisation de mes patrons dans mon travail. Mais dès que je me suis trouvé en situation de responsabilité, j'ai mis un point d'honneur à respecter le temps de travail de mes collaborateurs, à ne pas repousser au calendrier grec des réponses promises. J'ai connu des gens, patrons ou politiques, qui finissaient invariablement leur journée avec 2 heures de retard. C'est peut-être chic, mais je ne peux pas vivre avec cette écologie-là. Je me suis donc fixé à quelques principes auxquels je m'accroche comme au rocher. Ne jamais être en retard. Si je dois l'être, prévenir le plus tôt possible. Si je suis obligé de reporter un rendez-vous, ce qui est parfois inévitable, l'avancer au lieu de le reculer. Mon secret pour rendre cela possible, c'est de sanctuariser dans mon agenda 2 jours par mois et 1 à 2 demi-journées par semaine. Personne n'a le droit d'y toucher. Ces soupapes me permettent d'avancer un rendez-vous de quelques jours plutôt de le repousser de 3 mois. Être capable de proposer une date plus proche fait une énorme différence dans la réalisation, dans l'attention que l'autre a à la sensation que l'on porte à son projet ou à sa demande, dans le rythme d'un projet auquel on tient. Grâce aux règles de base, je reste maître de ma respiration, des moments de ressourcement et des moments d'encouragement. Je peux aller grimper en salle à 8 heures du matin et arriver au bureau à 11 heures, les bras saturés d'acide lactique, mais l'esprit clair. Ma demi-journée bloquée, je la passe souvent à cela. Ou bien à voir des associations, m'informer sur des sujets de sciences ou d'agriculture, caler une visioconférence avec un chercheur ou prendre tout simplement du temps avec ma famille. Quant aux 2 jours par mois, ils me sont donnés l'occasion de filer vers les Alpes du Sud ou les falaises de Provence. Dans ma vie professionnelle, j'ai choisi les chemins de traverse. Il n'aurait pas pu exister sans cette discipline.
J'ai pu une fois par semaine aller faire des choses totalement improbables dans mes fonctions, rencontrer des gens extraordinaires et rester en prise avec l'escalade et la montagne. La pandémie a basculé tout cela. Le président de la République a parlé de guerre. Elle était aux portes de Danone et j'étais en première ligne. Françoise Petit me fait alors l'amitié de m'ouvrir Climb Up, sa toute nouvelle salle d'escalade parisienne. J'aime vraiment son projet d'entreprise et y ai investi pour le souvenir. Pas encore ouverte, elle n'est fréquentée que par quelques jeunes grimpeurs de haut niveau, pompiers à l'entraînement et professionnels. Profitant de la salle quasi vide, nous dévorons les voies en les enchaînant non-stop dans un niveau de difficulté donné pour travailler la continuité jusqu'au moment où nos doigts s'ouvrent. Je m'incarne sur une voie aux limites de mes possibilités, une voie marquée 7C où j'ai vu François Petit gambader. J'enrage, je m'insulte quand je rate pour la 3e fois de suite un emplacement. Il est 21h30, je dois interrompre ma séance pour un coup de fil. Le ministre, une urgence. Je réponds, les doigts gourds, blanchis de magnésie, puis je retourne. La grimpe remet les pendules à l'heure. Ce n'est pas l'heure de vérité, c'est la seconde de vérité. Dans un espace préservé du mensonge, la grimpe est mon oxygène, mon caisson hyperbare. Le crux, tous les grimpeurs connaissaient ce mot. Le crux des grimpeurs n'est pas le supplice de la croix que le Romain infligeait aux esclaves. C'est le passage le plus dur d'une voie, le passage obligé, celui qu'on ne peut pas contourner. J'ai compris que j'étais au pied du crux un soir d'automne. Je n'étais pas fier. Je venais d'annoncer un plan social. Moi, le patron vu comme le plus social du CAC 40. Moi qui venais de faire de Danone la première entreprise à mission cotée en France et la plus grande dans le monde. Moi qui avais invité la patronne mondiale des syndicats à être membre de notre comité de mission. Une équipe de France 2 arrive au siège de Danone sans prévenir pour faire un sujet pour le JT du soir. J'ai 5 minutes pour me décider, j'accepte de les recevoir. Je dois descendre à leur rencontre. C'est le 2e confinement, le bâtiment est vide. Nous y sommes que 5 en tout et pour tout. Il était tentant d'esquiver, beaucoup s'en tirent ainsi, mais je ne contourne pas les obstacles. C'est ce qu'on vit en escalade. On choisit une voie, on sait que ça va être dur. On louvoie parfois, on tire un peu à droite, à gauche. Il faut être malin, avoir le sens de l'itinéraire. Mais à un moment, on est au crux. Si ça ne passe pas, on y retourne, jusqu'à ce que ça passe. Quand on essaye de résoudre des problèmes que personne n'a résolus avant, c'est le crux. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit facile. Réconcilier vraiment le social et l'économique dans une multinationale cotée en bourse, c'est dur parce que justement personne ne l'a fait. Sinon, tout le monde le ferait déjà. Et c'est important d'essayer parce que personne ne l'a fait de façon programmatique. Transformer l'économie, prendre des décisions courageuses aujourd'hui pour le bien du plus grand nombre demain. Alors on y va, on ne contourne pas. Je descends dans le hall vide à la rencontre de l'équipe de France 2. À ce moment-là, je ne sais pas encore que tous nos syndicats soutiendront ce plan, que les leaders syndicaux nationaux me soutiendront même personnellement. Tout ce que je sais, c'est que j'ai quelques instants pour me retrouver avant les 3 minutes de direct où je serai seul face caméra. Qu'est-ce que j'ai à partager ? Comment le faire passer ? Il y a quelques secondes encore, j'ai assailli par le bruit. Le bruit des informations en continu, des emails, des SMS, des appels, des proches collaborateurs qui franchissent la porte ouverte de mon bureau et qui, chacun vient avec une information, une question. Faire le tri en quelques secondes pour l'hygiène de la décision.
Choisir ce qu'il faut retenir dans cette crise sans précédent où se joue l'avenir d'une entreprise qui a 100 ans et laisse le reste car le bruit induit les biais cognitifs qui pensent être graves. Écoutez au contraire les bruits de fond, les signaux faibles dans l'ascenseur. Tout ce bruit s'arrête, la porte se ferme, c'est un sas de décompression, de silence. Mathieu, un jeune plein de talent qui dirige ma com, est là, à mes côtés, avec moi. Pour lui, le JT de France 2 dans le hall du siège pour annoncer la transformation de Danone en plein Covid, c'est une première. Il est concentré et je sens son attention qui fait le va-et-vient entre lui et moi. C'est bon d'être à deux. Mais dans moins de 2 secondes, je vais grimper en tête, alors je ferme les yeux et je visualise le crux. Fin du chapitre 1.